On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de Paroles de femmes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Carolina Tafuri. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Carolina Tafuri. J'ai 34 ans et du coup, là, je suis en fin des parcours ETNA, donc Master 2, il reste 2 mois. Et je suis consultante chez Aero où j'ai fait mon alternance. Tu as choisi de parler de Whitney Wolfe. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette femme aujourd'hui? Oui, alors, des bases, quand tu m'avais dit de penser à une femme qui m'inspirait, j'avais un peu beaucoup de choix, donc ça a pris un petit peu de temps pour réfléchir. Et en fait, je n'étais pas du tout partie sur Whitney Wolfe, mais à un moment, j'ai eu un déclic et je me suis rappelée de... C'était un post LinkedIn que j'avais lu il y a très très longtemps, qui parlait un peu vite fait de son histoire. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, ça m'est revenu en tête comme ça. Et je me suis dit, ça peut être un très bon exemple. Oui. Alors, moi, personnellement, je ne la connaissais pas du tout. Et j'en ai parlé un petit peu avant de se faire de ce podcast. Et c'est vrai qu'elle est peu connue. Donc, c'est un très bon sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours, justement, dans son milieu? Oui, alors, justement, comme elle n'est pas très connue, je me suis un peu renseignée parce que c'est vrai, moi non plus, je ne connaissais pas son parcours. Et je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais parce que là, on ne part pas de... je sais pas, Frida Kahlo ou Maria Montessori ou voilà, des femmes qui ont déjà vécu dans le passé, première chose, et deuxième chose dont on a à un moment reconnu les mérites et on a, sur lesquelles on a écrit des choses, des biographies, etc. Là, on part d'une nana qui a mon âge, hein, elle a quelques mois plus que moi. Donc, elle est déjà milliardaire. C'est vrai, il faut le noter. Et voilà, donc on parle d'une personne finalement, voilà, elle a son compte Instagram, je suis allée jeter un coup d'œil, elle dévoile pas tant que ça d'elle. Ouais. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, elle a un parcours en vrai assez linéaire, elle a fait des études. Alors, elle est venue étudier à Paris 6 mois, elle a fait la Sorbonne. Ok, parce qu'elle est américaine. Parce qu'elle est américaine à la base. Voilà, donc pour dévoiler l'histoire, en 2012, elle a fondé une petite application avec son copain de l'époque et 2 autres cofondateurs. Donc cette petite application, on ne va pas se mentir, tout le monde connaît, c'est Tinder. Pour le coup. Ce qui s'est passé après, c'est que ça n'a pas duré très longtemps. En fait, elle n'a pas été virée, mais elle a été poussée en fait, à partir. D'accord. Par ses cofondateurs et son copain qui était devenu son ex-copain entre-temps. Donc il y a eu des histoires, encore une fois, elle n'a pas trop détaillé. Oui. Mais elle a eu des harcèlements sexistes et sexuels de la part de son ex, des cofondateurs, mais aussi des gens qui lui écrivaient des messages. Enfin, on connaît tous les phénomènes de harcèlement. Des harcèlements voilà, sur les réseaux. Et donc, suite à ça, elle a eu, je pense, quelques mois de dépression. Mais semble avoir compris, il y a eu même de l'alcoolisme. Enfin, elle a vraiment, elle était vraiment au fond du trou, quoi. Et en 2014, elle a fondé une autre application de rencontres qui s'appelle Bumble et qui est devenue une des premières applications lancées par une femme dans la tech, à avoir tout de suite, à être rentrée en bourse très très rapidement, avec un chiffre d'affaires qui est monté super rapidement. Et c'est pour ça qu'elle est maintenant milliardaire et c'est, je pense, la première milliardaire des moins de 30 ans. Enfin, au moment de... Elle avait moins de 30 ans, maintenant elle en a 34, enfin 35. Mais voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc elle a su rebondir. Elle a su rebondir. Ouais. Et j'ai même lu, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai cru voir ça, qu'elle était devant Kim Kardashian en termes de rentabilité, qui n'est pas rien. Qui n'est pas rien. Mais quand on connaît un nom comme Kim Kardashian, elle, on ne connaît pas vraiment son nom, de savoir qu'elle est devant, c'est quand même... Oui, et c'est ça aussi ce qui m'a plu dans cette personne, en tout cas son histoire, c'est qu'elle est milliardaire, mais personne ne la connaissait. Elle a une posture quand même assez sobre, assez réservée. Chose que j'aime bien, elle aurait pu crier sur les toits ce qui lui était arrivé. Elle aurait eu tous les droits de le faire, je ne dis pas ça.
Mais justement, j'aime bien cette posture un peu sobre, l'effet de protéger aussi elle-même sa vie privée et tout. Ouais. Et alors peut-être que c'est que mon avis, mais je pense que aussi ce qu'elle a vécu, ça l'a un peu invisibilisé, en tout cas pour la partie Tinder. On a un peu mis ça sous le tapis et bon, elle aussi, parce qu'on va pas se mentir, quand on vit ce genre de choses, de la voir sur la place publique, ça doit pas être simple aussi. Mais je sais que son nom est un peu invisibilisé parce que si j'en parle autour de moi, on sait que des hommes ont créé Tinder, mais on oublie qu'il y a une femme aussi à la tête de tout ça de base. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un petit peu à toi, Carolina? Alors oui, ça doit durer combien de temps parce que... Tout ce que tu veux, tu as tout le temps, vas-y. Et bah, du coup, mon parcours commence à Rome, en Italie. Ok. Donc, j'étais une petite... Non, c'est pas vrai. En fait, j'ai commencé mon parcours avec la passion vraiment pour les théâtres. J'avais commencé déjà des cours de théâtre à l'école, puis j'avais fait des écoles de théâtre. À l'université, j'ai choisi un département qui s'appelle Arts et sciences du spectacle. Donc, j'ai traduit de l'italien mot par mot. Donc, j'ai pris mon bac +3 là-bas. Je suis venue en France pour faire du théâtre, du coup, pour fréquenter une école qui se trouve ici à Paris. Et puis, voilà, je suis arrivée en 2014, 2016, 2017, j'ai commencé à en avoir marre du théâtre. Ouais. Ça doit pas être facile. Et c'était pas facile non plus, c'est vrai. Parce que du coup, théâtre, ça veut dire, oui, on a cette passion, mais à côté, on fait des boulots alimentaires parce qu'on ne vit pas de ça. Et à un moment, on s'est dit, combien de temps encore je vais continuer à faire des boulots alimentaires? Par contre, j'aimais bien aller en salle de sport. Je m'éclatais, j'y allais tous les jours. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être là, il y a quelque chose à explorer. Et du coup, j'ai fait ma première reconversion professionnelle. Donc, j'ai fait un BPGEPS, corps collectif, musculation haltérophilie. Ok. Je suis devenue coach sportive et je l'ai fait pendant 5 ans, on va dire, comme activité principale. Là, d'ailleurs, j'ai un petit créneau que je garde. Il te reste du temps entre tous les rendus, l'alternance. C'est une petite heure par semaine. Okay. Mais c'est vrai qu'il faut une préparation qui peut demander plusieurs heures. Donc, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Covid, il y a eu même avant ça la grève des transports qui avait duré 1 mois. Et pour moi, c'était l'enfer parce que j'avais des salles de partout à Paris et j'allais à pied. Donc, mais vraiment, à l'époque, niveau esthétique, j'avais un physique. Hein, parce que, entre les cours et les heures de marche par jour, Il faut bien que ça serve. C'est ça. Voilà. Mais j'avais des tendinites aussi à force de marcher. Et puis, voilà, donc Covid, etc. Là, je me rends compte que, effectivement, ça commençait à devenir compliqué d'un côté. De l'autre côté, c'est vrai que c'est un métier que j'adorais. Ok. Et j'aurais continué à le faire si ce n'est que c'est un travail qui n'est pas du tout valorisé. Oui, c'est vrai. Mais vraiment zéro, mais vraiment à un niveau socio-économique. Oui. Un coach, c'est un peu un animateur. Voilà. Fait, Alors qu'on fait quand même un travail incroyable. On a des horaires... il y a un contact avec les gens qui peut être compliqué aussi des fois. Aussi, oui. Après, nous, on prenait quand même la bonne partie des clients, dans le sens où, avec nous, ils se défoulaient et s'amusaient. C'était plutôt l'accueil qui avait la partie chiante. Ok, bon, ça va. Vous m'avez prélevé ce mois-ci, donc ça va. Nous, ça allait. Non, d'ailleurs, oui, les contacts avec les gens, c'est vraiment ce que j'aimais le plus dans ces métiers. Par contre, voilà, pas assez valorisé, surtout d'un point de vue économique. Et à un moment, à un certain âge, on commence à se poser des questions. Je comprends tout à fait. Donc, je commence à me regarder un peu autour. Je n'avais pas forcément d'idée sur ce que je voulais faire. Et je me suis dit, dans la tech, pourquoi pas? C'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai pas fait les études pour. J'ai un parcours qui n'a rien à voir, mais pourquoi pas changer complètement? Et voilà, c'est là que j'ai fait mes démarches. J'ai trouvé l'ETNA, j'ai trouvé mon alternance et here I am. Ben, nous, on est très contents de t'avoir parmi nos étudiants. Oh, merci. Vraiment. Ton nom m'a été recommandé fortement, en tout cas. Par qui? Par le Guérec. Voilà. Est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu es arrivée en bachelor ou directement en master?
Je n'ai rien bachelor parce que du coup, j'avais zéro. Zéro, d'accord. Est-ce que depuis donc ça fait 3 ans que tu es avec nous, est-ce que tu as rencontré des difficultés, que ce soit au sein de l'ETNA, parce qu'on ne va pas se mentir, votre promotion est très grande, vous avez à peu près 140 étudiants et vous êtes très peu de filles. Oui. Voilà, le ratio est très bas, et que ce soit ou à l'ETNA dans les groupes de travail, ou pour chercher une alternance, ou dans ton entreprise que tu as pu avoir au passé ou aujourd'hui, est-ce que tu as eu des difficultés en tant que femme à trouver ta place en tout cas? Alors, les problèmes, c'est que effectivement, la discrimination sexiste, mais aussi discrimination de toutes les minorités, etc., elle est rarement manifeste ou flagrante. Personne ne viendra jamais te dire, enfin, il y en a qui ont l'écran de le faire, mais rarement quelqu'un te dira, bah, en fait, toi, je t'exclus parce que tu es une femme ou parce que... etc. Elle n'est pas palpable, elle est sous-entendue. Elle est sous-entendue. Et comme elle n'est pas manifeste, parfois on a du mal à l'identifier et puis à la dénoncer pour les coups. Et parfois, on a même les doutes de est-ce que vraiment j'étais exclue parce que je suis une femme, ou est-ce qu'ils ont raison, je ne suis pas compétente, ou on commence même à douter de soi-même. Donc c'est vrai que je trouve que c'est difficile de dire ah oui, à ce moment-là, j'étais, je ne sais pas, je n'ai pas obtenu ce que je voulais parce que je suis une femme. Mais quand même, parfois, c'était assez évident. Je pense que de mon côté, pas l'ETNA, mais d'autres épisodes du passé, en France en tout cas, c'était femmes, et la composante étrangère, je pense, a pu jouer aussi. Donc, pour l'ETNA, et depuis que je suis là, en fait, je pense, alors déjà, au moment de trouver une alternance, pour moi, c'était vraiment un enfer. Ah oui? Oui, dans le sens où, alors, j'avais zéro background en informatique, mais j'étais absolument pas la seule. Non. C'est le but de la piscine quand on arrive en bachelor. Il y a plein d'amis à moi qui avaient zéro background, mais j'avais l'impression, alors déjà, dès que j'étais assise devant quelqu'un qui recrutait, je voyais déjà le « oui, ok, je t'écoute parce que je suis un peu obligée, mais de toute façon, on n'ira pas plus loin. » D'accord. C'est quelque chose que j'ai ressenti. J'ai même eu droit une fois à quelqu'un qui m'a dit « les chiens ne recrutent pas des chats ». La personne m'a dit « non, mais ça se voit, t'es pas dev, je ne te vois pas derrière un ordi. » D'accord, il y a eu carrément ce Il y a eu vraiment un scan de personnalité comme quoi « non, t'es pas dev ». Ok. En vrai, c'est vrai que là maintenant, chez Airo, je suis plus consultante fonctionnelle. Je suis plus en contact avec les clients, je ne code pas du tout. Il avait un peu raison, en vrai. Mais ça refroidit quand c'est les premiers pas pour aller vers une entreprise. C'est ça, ça refroidit complètement. Et du coup, trouver une alternance, pour moi, c'était super difficile. Et ça a été vraiment juste de la chance. Je suis tombée sur Airo, du coup, ils venaient recruter. Et puis, une personne de chez Airo a passé mon CV à ma tutrice et manager actuelle, qui est une femme, comme par hasard. Elle m'a dit « ah, tu as les profils parfaits ». Ok, comme quoi. Oui, mais il fallait vraiment tomber sur cette personne-là, parce que sinon, les restes, je sentais que ça n'allait pas les faire. J'ai eu un peu la même chose, en vrai, pour l'alternance à l'époque où j'ai fait mon alternance des coachs. Oui. C'était pareil, j'avais vraiment, j'ai travaillé, je souhaitais à l'époque travailler pour une enseigne qui avait une vingtaine de salles sur Paris et banlieue. Je me souviens, c'était un samedi, il pleuvait, comme d'hab. Je suis partie avec mes CV, j'ai fait les tours des Paris, c'est Italie, d'Enfer, République, Levallois, partout. Et j'arrivais absolument pas à trouver une alternance. Je ne sais pas pour quelle raison. Et quand, une fois la formation commencée, j'ai commencé à en parler avec mes collègues et tout. Mais vous avez galéré autant? Ah non, moi, c'est eux qui m'ont appelé. Ah non, moi, j'ai eu plusieurs propositions. Et j'avais remarqué que c'était... Il y avait déjà ça qui était lié, oui. Mais c'était surtout des mecs qui n'avaient absolument pas eu des difficultés. Même c'était les salles qui étaient allées les chercher. Et on partait tous des zéros Et du coup, est-ce que ce que tu as pu vivre quand tu étais coach sportif ou
après pour l'ETNA, pour la recherche d'alternance, est-ce que du coup ça t'a fait douter beaucoup de toi? Oui, alors déjà, des bases, ouais, syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas la seule. Les femmes sont plus affectées. Il y a aussi des hommes qui souffrent de ce type de syndrome. Donc, je ne vais pas dire ça. Mais oui, alors déjà, j'ai doute pas mal de moi-même. Et c'est ça justement les problèmes. C'est qu'on ne se sent pas légitime déjà à la base. Et on se sent encore plus délégitimisé par ces types de situations au final. Okay. Et si tu avais du coup un conseil à donner à toutes les femmes qui hésitent à rejoindre la tech, à s'inscrire dans une école de tech ou ce genre de choses, tu donnerais quoi comme... Alors, je dirais 2 conseils principalement. Les premiers, c'est encore une fois, moi je suis arrivée, j'ai pensé tech égale dev. Alors, j'ai découvert qu'il y a 10 000 métiers dans la tech. C'est pas forcément du code. Moi, ce que j'ai fait chez Aero, encore une fois, je ne touche pas au code. Je suis très en contact avec les clients. Je suis dans les change management, donc l'accompagnement à l'adoption des nouveaux outils. Et donc, même ça ressemble plus, limite, à mon travail des coachs, dans le sens où je dois faire des formations. Donc, voilà, c'est plus ces côtés-là. Et c'est d'ailleurs paradoxalement un travail, ou pas paradoxalement peut-être, mais c'est un travail où j'ai jamais rencontré des change managers hommes. Il y en a sûrement. Mais c'est beaucoup moins... Mais beaucoup moins, je ne sais pas si c'est parce que nous, on a les côtés empathiques ou choses comme ça, mais du coup, c'est un métier plutôt des femmes dans la tech. Donc déjà, premier conseil, c'est de ne pas avoir peur si je ne sais pas coder, etc. Bah oui, mais vous avez plein d'opportunités qui s'ouvrent et qui sont effectivement méconnues. Change management, je ne connaissais absolument pas. Moi non plus, voilà. J'apprends quelque chose. Eh oui. Et puis, les deuxièmes conseils, alors moi, je suis peut-être personne pour donner des conseils ou des leçons, mais je dirais, on reprend l'exemple de Whitney Wolf. En fait, ce qui est incroyable, je reviens du coup sur cette nana parce que elle n'a pas tout simplement rebondi, elle a rebondi pour écraser ce qu'il avait fait partir. Parce que, alors c'est vrai que Tinder, c'est un peu la référence des sites des rencontres, mais c'est vrai aussi que la réputation a un peu terni dans les dernières années même. Tout à fait. C'est très bien que Tinder, c'est plus l'application pour rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Et Bumble, c'est peut-être pas la référence, mais effectivement, ça a eu un certain succès parce que ça se base sur d'autres valeurs, effectivement. Parce que du coup, elle n'a pas juste fondé une autre application, elle a dit j'ai fondé une autre application, mais différente. C'est une application où on va dire c'est plus la femme qui contrôle les échanges. Donc, et c'est effectivement reconnu, j'en avais entendu parler comme d'application plus qualitative à niveau des vraiment qualité des échanges et des rencontres. Ce qui est tout à fait vrai, j'ai fait les tests. Et en plus, elle s'est démarquée de la concurrence. Parce que sur Bumble, si je ne me trompe pas, petite connaissance, voilà. Mais si la femme n'envoie pas de message, on ne peut pas conclure le match au final. C'est à la femme d'envoyer le message pour pouvoir lancer la conversation. Oui, c'est exactement ça. Et il y a aussi une autre chose, c'est que les matchs expirent après, il me semble, 24 ou 48 heures. C'est vrai. Ce qui permet en fait de tout de suite rentrer en contact plutôt que de se faire un catalogue au final de matchs qui restent là et qui attendent. N'aboutissent à rien. Voilà. Donc c'est vraiment, OK, il y a un match, on crée un échange directement ou sinon, next et on continue. Et du coup, tout ça pour dire que, comme Whitney Wolf, elle n'a pas tout simplement rebondir, pardon. Elle a su, malgré tout, malgré la dépression, elle a su rebondir, elle a su vraiment s'imposer. Parce qu'encore, il faut du courage. Elle aurait pu se dire, OK, je fais ma dépression, là maintenant, je me relance, mais sur un autre truc, je ne vais plus entendre parler d'appli des rencontres. Non, appli des rencontres, je vais faire la même chose, je vais la faire mieux. Et du coup, j'aime bien alors, c'est un terme un peu abusé dernièrement, mais cette résilience. C'est, je pense, la qualité qu'il faut pour la tech, pour n'importe quel métier dans la vie en général. Je te rejoins totalement. Donc, s'il y aurait une conclusion, c'est ne lâchez rien. C'est ça. Et ne doutez pas de vous dans n'importe quelle circonstance. Prenez du temps,
Et Vous pouvez déprimer, sombrer dans l'alcoolisme, si vous voulez, mais après, il faut se reprendre en main. Voilà. Mais voilà, après, il faut rebondir. Et même plus que ça, s'imposer, tout simplement. Pour moi, c'est tout. C'était l'épisode 3 de Paroles de femmes. J'étais avec Carolina. C'était un plaisir de t'avoir. Ça fait du bien. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.